matin au Radio-Journal. Incendie mortel dans le Vieux-Montréal. Un an plus tard, la famille d'une des victimes attend toujours des réponses. On trouve que les enquêtes sont vraiment très, très longues. Ça fait en sorte que c'est plus difficile pour nous d'avancer. La police demande d'être patient. Il faut laisser le temps aux enquêteurs de mener le dossier à bien. Conseil général du Bloc québécois, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon annule sa participation. Et l'élection présidentielle russe entachée par des violences, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine. Bonjour, ici Marie-Michel Bordua. Bienvenue à ce Radio-Journal. Il y a un an, le 16 mars 2023, un violent incendie ravageait un immeuble du Vieux-Montréal. 7 personnes y ont perdu la vie, dont Charlie Lacroix, qui a incarné le visage de ce brasier meurtrier. Malgré ses appels à l'aide, la jeune femme était prise au piège dans une chambre sans fenêtre. Un an plus tard, son père a accepté de s'exprimer pour la première fois. Pascal Robida l'a rencontré. La date du 16 mars est appréhendée depuis plusieurs semaines par la famille Lacroix. Elle ramène une tonne d'émotions difficiles dans un processus de deuil qui est tout sauf complété. Louis-Philippe Lacroix et son épouse Marie-Ève doivent encore s'habituer à l'absence de leur fille Charlie. C'est une fille extrêmement intelligente. C'était une artiste dans l'âme. Elle avait un côté artistique très développé. Elle faisait de la peinture, des toiles, des mandalas, ainsi de suite. Donc, on a accroché toutes ces toiles dans l'appartement. Il y a un an, Charlie Lacroix se trouvait avec 22 occupants dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal où les flammes ont été allumées volontairement par un suspect. À elle seule, elle aura incarné le visage du drame parce qu'elle a appelé à plusieurs reprises le 911, se disant coincée par le feu dans une chambre de location sans fenêtre ni issue pour sortir dehors. Un an plus tard, puis c'est la raison un peu pourquoi je suis ici devant vous, c'est un peu parce que on trouve que les enquêtes sont vraiment très, très longues, puis ça fait en sorte que c'est plus difficile pour nous d'avancer. L'inspecteur David Shane du SPVM, tout en exprimant ses sympathies, demande aux familles des victimes d'être patientes. Malheureusement, ça va prendre encore du temps. On ne peut pas donner d'échéancier, mais il faut laisser le temps aux enquêteurs, avec les partenaires, éventuellement avec les procureurs, de mener le dossier à bien dans toutes les règles de droit. L'incendie criminel du Vieux-Montréal qui a fait 7 morts a été le plus meurtrier des 50 dernières années dans la métropole. Ici, Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal. Le Conseil général du Bloc québécois s'ouvre dans les prochaines minutes à Québec et c'est l'absence du chef du Parti québécois à ce rendez-vous politique qui retient l'attention ce matin. Magali Masson est avec nous pour en parler. Magali, Paul Saint-Pierre Plamondon devait prononcer un discours, mais il s'est désisté à la dernière minute. Oui, ça a été annulé hier soir. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui avait prévu faire une mêlée de presse ce matin, un discours également, mais tout ça a été annulé. On a très peu de détails sur les raisons de ce désistement. On parle de raisons personnelles, sans plus pour le moment. Hier, je vous rappelle qu'on apprenait que le chef du Parti québécois avait été la cible de menaces de mort. Est-ce que tout ça est lié? On ne le sait pas. Je vous propose d'écouter Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a eu 4 jours entre le moment où j'ai reçu ces menaces-là et le moment de l'arrestation. Je tiens à souligner l'excellent travail de la Sûreté du Québec parce que 4 jours, c'est très efficace. En date d'aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Et évidemment, il y a des conséquences sur ma vie. Le silence que vous venez d'entendre, bien, c'est M. Plamondon qui était visiblement émotif, ému, en fait bouleversé par les événements. Un silence qui parle. Magali, par ailleurs, autre ordre d'idée, le Bloc québécois a investi un premier candidat en vue des prochaines élections fédérales. Oui, on sent que le Bloc québécois passe en mode préélectoral. Au Congrès aujourd'hui, le parti souhaite discuter de son plan d'action et du financement en vue de la prochaine campagne électorale. Et justement, hier, c'était l'investiture du candidat Simon Bérubé pour la circonscription de Québec. Monsieur Bérubé qui a déjà été candidat bloquiste aux dernières élections pour la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, d'où il est d'ailleurs originaire. Merci Magali. Au revoir. Après des mois de manifestations en Europe, autour des agriculteurs québécois d'exprimer leur colère. Hier, ils étaient équipés de leur machinerie et une centaine d'entre eux ont manifesté leur mécontentement dans Charlevoix, notamment envers le dernier budget du gouvernement Legault. David Savoie a préparé ce qui suit.
Dans les serres des jardins d'Abbotsford, en Montérégie, Silviano, un travailleur mexicain, effeuille un plant de fraises à l'aide de petits sécateurs. Silviano, on a son garçon avec nous dans l'équipe. Celui qui nous fait visiter les lieux, c'est David Côté, qui, avec son frère Mathieu, gère l'entreprise familiale. Ici, les fraises sont cultivées durant l'hiver et le reste de l'année, dans les champs, on cultive oignons espagnols, courges, maïs sucré et bleuets. Fait que tu vois, à cette heure-là, avec le soleil, là, les plants, on sent le pollen. Le cultivateur maraîcher constate qu'il doit consacrer de plus en plus de temps et d'énergie aux nouvelles réglementations. On demande là, rapidement que le gouvernement, pas de réinjecter 100 millions dans l'industrie maraîchère, c'est de nous alléger monétairement des mesures qui nous coûtent 100 millions. À la bureaucratie s'ajoute la hausse des taux d'intérêt, le coût des intrants qui augmente, des programmes d'assurance qui n'ont pas été revus depuis plus d'une décennie. Et le dernier budget du gouvernement Legault a déçu les agriculteurs. Vendredi, pour la seconde fois en peu de temps, éleveurs et cultivateurs ont troqué pelles et fourches pour les pancartes afin de se faire entendre par Québec. Cette année, ça n'arrive pas, l'agriculture, là. On est déficitaire, puis ça marche pas. Et il pourrait très bien ne pas être les derniers agriculteurs à protester. Jérémy Letellier est président de l'UPA en Montérégie. Depuis mardi, ça fait 3 conseils d'administration ou assemblées annuelles de secteur là, qui nous disent qu'il faut absolument sortir, il faut joindre le mouvement. Le gouvernement n'est pas à notre écoute. Réponse du cabinet du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Le message a été entendu. Il y a notamment un engagement à alléger le fardeau administratif des agriculteurs. Ici David Savoie, Radio-Canada, Montréal. À Toronto, un organisme pour personnes handicapées dénonce un manque de financement chronique. Sa direction affirme avoir été contrainte de vendre 3 propriétés pour réussir à maintenir ses services. Les explications de Myriam Edaya. Shenika McLeod est une résidente de la ville-reine qui vit avec une déficience intellectuelle. Depuis 15 ans, elle bénéficie des services de l'organisme Community Living Toronto. C'est à travers ce soutien qu'elle a pu trouver un emploi comme concierge dans des immeubles de bureaux. Elle dit qu'elle serait dévastée si elle perdait son service d'accompagnement avec une préposée et l'aide pour l'accès à l'emploi. Je dépends de ces services pour avoir une certaine autonomie, dit Shenika McLeod. L'inflation a poussé l'organisme à but non lucratif et d'autres en Ontario vers le déficit selon l'association. Pour payer ses coûts de fonctionnement liés au chauffage, à l'électricité, aux réparations, à la nourriture et au fonctionnement des véhicules accessibles, Community Living Toronto a vendu 3 foyers qui servaient à loger des personnes vulnérables. Le PDG, Brad Saunders, assure que personne n'a perdu son logement avec cette vente, mais que 4000 personnes sont dans l'attente. Sur les 117 organisations Community Living à travers la province, environ la moitié sont en déficit et 68% prévoient de l'être l'année fiscale suivante, explique-t-il. De son côté, la province assure qu'elle travaille avec les organismes et leur personnel pour identifier et gérer la pression sur les services. Ici Myriam Edaya, Radio-Canada, Toronto. Ailleurs dans le monde. En Russie, l'élection présidentielle se poursuit pour une 2e journée dans un climat tendu. Le président Vladimir Poutine accuse Kiev de vouloir faire dérailler le vote en menant des attaques en sol russe. Greta Juris, si la victoire de Vladimir Poutine ne fait aucun doute, c'est le taux de participation qui est à surveiller. Tout à fait. Le Kremlin espère obtenir une participation élevée pour prouver le soutien de la population russe à son président. Pour le moment, les autorités russes font état d'un taux de participation de 40%. Les taux les plus élevés, de près de 70%, ont été signalés dans la région de Belgorod, tout près de l'Ukraine, et dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie. Plusieurs actes de contestation ont perturbé les opérations de vote hier, qui était le premier jour du scrutin. Des électeurs auraient alors déversé du liquide teinté de vert dans des urnes. Il s'agirait là d'un clin d'œil à Alexei Navalny, qui en 2017 avait été attaqué par un agresseur qui l'avait aspergé d'un désinfectant vert. Et une personne aurait aussi lancé un cocktail Molotov contre un autre bureau de vote. Par ailleurs, le parti qui soutient Vladimir Poutine affirme subir actuellement une attaque informatique de grande envergure qu'il attribue à Kiev et ses alliés occidentaux. Et Greta, la Russie a été la cible de nouvelles attaques. Oui, au moins 2 personnes ont été tuées aujourd'hui par de nouvelles frappes à Belgorod. À suivre, merci Greta. Voilà, c'était le Radio Journal. Bonne journée à notre antenne.